Et on se retrouve face à Michel Onfray, notre rendez-vous du week-end sur CNews. Bonjour Michel. Bonjour. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer ensemble l'actualité. Elle a beaucoup tourné une fois de plus cette semaine autour de la question de la violence des mineurs, la violence des jeunes, à la lumière tragique de ce que l'on ne peut plus appeler faits divers, mais plutôt des faits de société, comme la mort du jeune Philippe à Grande-Synthe, frappé à mort par 3 autres jeunes, et puis aussi du discours du Premier ministre Gabriel Attal sur l'autorité de l'État, un discours prononcé à Viry-Châtillon jeudi après-midi, là où un jeune adolescent de 15 ans, Shemseddine, avait été massacré par d'autres jeunes, tout simplement parce qu'il parlait à une jeune femme de leur famille. Cette violence des jeunes, elle est débridée, elle est sans limite et elle choque, surprend, tétanise et interroge, puisqu'elle est le symptôme d'un malaise profond dans notre société et qu'elle symbolise une perte de repères évidente. Alors, est-ce qu'elle est aussi le résultat, et je vous poserai la question, d'une démission des parents? Peut-on décréter le retour de l'autorité, comme tente de le faire le gouvernement? Qu'est-ce que l'autorité, au fond? On va évoquer tous ces thèmes avec vous aujourd'hui, mon cher Michel. Et on rappelle au passage le dernier numéro de Front Populaire, l'Europe démystifiée, vie et mort d'un empire. Voilà pour Front Populaire. Avant d'entendre la parole de nos politiques sur la situation sécuritaire, je voudrais qu'on commence par le réel, par la vie quotidienne des Français qui est impactée par l'ensauvagement des mineurs. Philippe avait donc 22 ans. Il a été massacré dans la nuit de lundi à mardi à Grande-Synthe, sur le parking d'un supermarché. Plusieurs mineurs sont mis en cause. L'un d'entre eux, âgé de 14 ans, est aussi celui qui a porté le plus de coups, selon les premiers éléments de l'enquête. On va commencer par écouter l'incompréhension du frère de la victime au micro de Fabrice Elsner. Il était ici, allongé par terre, le pantalon abaissé, les chaussures enlevées. Je comprends pas pourquoi une telle humiliation. Alors que Philippe, c'était une personne qui était vraiment souriante, qui avait jamais de problème. Il était toujours là pour aider les gens, tout le monde a un service, il n'y avait pas de soucis. Quand je suis arrivé, il y avait déjà les pompiers qui étaient en train de s'occuper de mon frère. Et du coup, j'étais là, je l'ai vu ensemble. On ne reconnaît même plus sa tête, c'est n'importe quoi. Il était au téléphone avec un ami et c'est lui qui a entendu l'agression. Il essaie de rappeler Philippe à fond. Il y a un gars, il a répondu au téléphone, ton pote il est par terre allongé, il ne te répondra pas. Les gens, ils n'ont pas d'âme, c'est des gens enfermés à vie, ça, c'est pas... Parce que s'ils prennent 10 ans et qu'ils vont sortir au bout de 5 parce que bonne conduite, et qu'après ils refont la même chose, là, la leçon leur servi à rien. C'est des mecs qui ont soif de sang, ils vont toujours être en bande, quoi. Quel mot est-ce que vous emploieriez, vous, Michel Onfray, pour parler de ce qui se passe? Ensauvagement, barbarie, violence gratuite? D'abord, je voudrais rendre hommage à ce garçon qui a 1000 ans de civilisation derrière lui. Vous avez vu cette dignité, vous avez vu sa grandeur, vous avez vu son explication, son analyse, sa réflexion. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de désir de vengeance. Il y a un cerveau chez ce garçon. Et on se dit, c'est pas exactement la même chose en face. Mmh. Et donc, la barbarie, ça suffit pas de dire... c'est pas assez. Non, c'est de dire l'inhumanité, la barbarie, c'est inqualifiable. Non, c'est justement très qualifiable et il faut qu'on réfléchisse à ça. Moi, je pense qu'il faut penser la question de la violence depuis très longtemps. C'est-à-dire, en temps normal, on a une civilisation qui nous dit que la violence, c'est pas bon. Il faut penser, parler, réfléchir, analyser, se dire des choses, se rencontrer, débattre, et qu'on est une civilisation de l'échange, du débat, du dialogue, du langage, etc. Et puis vous avez, au moins depuis la Révolution française, et au moins depuis les Jacobins de la Révolution française, cette culture de la violence. Il faut que la violence fasse la loi dans l'histoire. Et puis vous avez au siècle suivant Marx qui nous dit que la violence est accoucheuse de l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'histoire sans qu'il y ait de la violence derrière tout ça. Et puis vous avez Sartre au XXe siècle, ce très gros livre que personne ne lit, mais qui s'appelle « Critique de la raison dialectique », dans laquelle il dit qu'il y a des contre-violences. Donc la contre-violence, elle est bonne puisqu'elle répond à une violence. Violence d'État, violence du capital, violence du capitalisme, on a compris le truc. Donc, si vous avez violence du colonialisme, si vous avez envie de tuer un colon, dit Jean-Paul Sartre quand il préface Aden Arabi de Paul Nizan, c'est une bonne chose. Et on a aujourd'hui un héritier qui est Jean-Luc Mélenchon, et une partie de la gauche qui va parfois derrière, et qui nous dit cette gauche... Et finalement, que la violence n'est pas une mauvaise chose, c'est même plutôt bien que cette violence, elle vient d'en face. La vraie violence, c'est la violence de la police, c'est la violence de l'armée, c'est la violence du système, la violence de l'État, la violence du capitalisme, et que ces gens ne font jamais que répondre à cette violence. C'est une contre-violence qui est défendable. Il faut changer cette culture. On est d'accord, mais c'est une violence théorisée. Là, ce qui frappe dans nos rues, c'est une violence primaire, je dirais. On va écouter un autre discours. C'est un ami de Philippe qui lui a rendu hommage vendredi lors d'une marche blanche qui était vraiment très, très digne et respectueuse. Là aussi, c'est, comme vous le disiez, un discours extrêmement intelligent qu'on a entendu et très digne. Écoutez. La seule chose qui importe aujourd'hui, c'est la justice.
la justice et la mémoire de Philippe. Toute autre parole serait vaine. Dans la soirée du lundi 15 au mardi 16 avril, un jeune homme de 22 ans a été lâchement assassiné. Un jeune homme qui n'avait rien demandé à personne. Un jeune homme serviable, aimant et aimé de tous, comme en témoigne votre présence aujourd'hui, ainsi que vos nombreux messages de soutien. Dans la soirée du lundi 15 au mardi 16, des criminels s'en sont pris à un innocent et l'ont laissé pour mort sur le bitume. Pourquoi ? Pour rien. Alors si vous aimez la justice et ceux qui luttent pour elle, si la douleur des autres vous fait mal, si vous voyez en notre bien-aimé un proche, un ami, un homme, n'écoutez pas le tumulte et marchez avec nous, en silence, comme vous l'avez fait. Marchez d'un pas calme, mais ferme. Marchez pour faire entendre la vérité et pour que Philippe ne soit jamais oublié. Et si sur le chemin, un mot vous vient, si vous devez formuler un hommage, si vous devez vous indigner, si vous devez dire un mot de soutien ou d'amour, si nous devons porter haut une parole pour que la vie jamais ne s'arrête, nous dirons haut et fort que justice soit faite. Pour Philippe. Voilà, la justice, il en est beaucoup question dans ces mots très dignes de son ami. Oui, lui est très digne aussi. Il est jeune. Je pense qu'il découvrira que peut-être la justice avec une majuscule, c'est pas aussi formidable que ça, que la justice, elle est rendue par des juges et que les juges ne rendent pas forcément la justice, ou que la justice n'est pas toujours aussi juste qu'on veut bien le croire, que la justice, elle nous dit un certain nombre de choses, que quelqu'un qui rend la justice, il a une idéologie derrière lui ou avec lui, et que on peut prendre rendez-vous, hélas, avec toutes ces affaires en disant mais il se passera quoi ? On va retrouver ses enfants, ses enfants, oui, jeunes, 14, ils sont mineurs, 14-15 ans. Il va se passer quoi ? Excuse de minorité. On nous expliquera que la société française s'est mal comportée avec eux et que finalement c'est la société qui est coupable. On aura tout ce discours. Et puis on aura quoi ? Le discours de la culture de l'excuse. Oui, la culture de l'excuse, puis une espèce de mise en demeure de la société de changer et de se modifier, etc. Sous-entendu, votez pour nous. Parce qu'on a un maire qui nous dit dans cette occasion-là, halte à la récupération, mais ce maire socialiste fait de la récupération comme on ne peut guère. On lui parle des extrêmes. On a bien compris que Marine Le Pen aurait tort, que Jean-Luc Mélenchon aurait tort, mais que lui aurait bien raison parce qu'il est socialiste de faire de la récupération. Il n'y a pas de récupération à faire, il y a juste cette idée que si on ne change pas le logiciel de la justice qui fut celui de Robert Badinter, une espèce de jurisprudence Badinter avec Michel Foucault, cette idée que c'est la société qui est coupable et que le coupable est toujours une victime, c'est ce qui fait la loi et c'est ce qu'il faut changer intellectuellement. Ce qui m'a frappé cette semaine, à la lumière de ce qui s'est passé à Grande-Synthe, c'est la densité des paroles de la société civile, du frère de Philippe, de son ami, et de l'autre côté, la parole politique, incarnée par Gabriel Attal, qui est venu dans un autre endroit où il y avait un drame avec un jeune de 15 ans. Là, les mots sont là. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a après les mots ? On va écouter Gabriel Attal, qui lui estime que les jeunes de notre pays ne sont pas fichus, ne sont pas foutus. Non, nos adolescents, non, nos jeunes ne sont pas fichus. Ils ne sont pas foutus. Si la France ne comprend plus des pans entiers de nos adolescents et de nos jeunes, je sais combien elle a aussi parfois le sentiment qu'elle n'arrive plus à les embarquer dans un idéal commun. Mais dans ce contexte, ma responsabilité en tant que Premier ministre, c'est bien de nommer les choses, en rechercher les causes et surtout trouver des solutions. Qu'est-ce que vous pensez des mots du Premier ministre, Michel Onfray ? D'abord, il n'a pas tort sur l'idée qu'il ne faudrait pas dire les jeunes ou la jeunesse. Mais il aurait raison s'il faisait un peu de sociologie de cette jeunesse. Quelle jeunesse pose problème et quelle jeunesse ne pose pas problème ? Dans les villages que je connais, moi, dans ma Normandie natale, la jeunesse ne pose pas de problème. C'est-à-dire que dans mon petit village de Chambon, on ne donne pas un coup de couteau simplement parce que quelqu'un aurait envoyé un texto pour draguer une jeune fille, par exemple. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Donc si vraiment on veut dire, voilà, il y a un problème avec une partie de la jeunesse, qu'on dise quelle est cette partie de la jeunesse. Les multirécidivistes, les délinquants. Des gens qui ont envie de faire une espèce de djihad light. J'ai beaucoup parlé de guerre civile à bas bruit. On a une espèce de charia light comme ça qui est imposée en disant on ne drague pas une jeune fille, on ne se teint pas les cheveux en rose, on ne boit pas d'alcool quand c'est le ramadan, on ne s'habille pas de cette manière-là, etc. Enfin, tous les faits divers qu'on a, prétendument faits divers, qu'on a depuis 2 ou 3 mois là, et où on voit à chaque fois qu'effectivement il y a derrière une morale, une éthique qui est celle de la charia, qui est celle de l'islam, où on nous dit non, la drague c'est pas possible, c'est pas permis, pas n'importe qui avec n'importe quoi, comment n'importe comment et de n'importe quelle manière. Donc il y a un moment donné où quand il dit il faut nommer les choses, oui, mais il ne les nomme pas.
Pourquoi parce que par peur, parce que c'est un tabou. Là aussi, c'est la jurisprudence Gérard Collomb, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la France qui soit côte à côte soit une France face à face. Enfin, les France côte à côte deviennent des France face à face. Donc, véritablement nommer les choses, c'est juste dire, disons très précisément, ne serait-ce que pour honorer cette jeunesse qui parfois est formidable, et souvent formidable, quelle jeunesse pose problème. C'est une jeunesse qui n'aspire pas à cette civilisation, qui n'aime pas cette civilisation, à qui on a dit d'ailleurs depuis des décennies qu'il ne fallait pas aimer cette civilisation. Quant à la partie du martial, très martial, du yaka, il faudrait, etc., on se dit martial, très bien, ça renvoie à Mars, le dieu de la guerre, mais où sont ses troupes ? Et pourquoi faire ? Et qui commande cette guerre ? Et quand ? Et de quelle manière ? Et ça fait 30 ans que ce constat a été fait. Ça fait 30 ans que ça durerait si on avait exactement les mêmes au pouvoir qui nous diraient ça ne peut pas durer, ça va changer, c'est inadmissible, etc. On va créer des internats, mais il y a déjà des internats. Il nous dit dans le même discours qu'il y a des internats qui sont vides, et il nous dit on va les créer, mais pourquoi sont-ils vides ? On va les remplir. Alors, l'idée, c'est de mettre les pré-délinquants, ceux qui n'ont pas encore franchi le Rubicon, dans ces internats. Bon, on ne sait pas comment, avec quel encadrement, et avec quel et c'est là qu'est le problème. Et bien, voilà. Mais c'est l'idée. Est-ce que encadrer les jeunes qui peut-être manquent d'autorité parentale, qui n'ont pas été élevés, qui n'ont aucun cadre, aucun repère, c'est une... Non, mais vous avez tout dit, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut nous dire quel type d'établissement on veut, pourquoi faire et comment. Quelle est la colonne vertébrale de ce dispositif ? Est-ce qu'on va effectivement être dans un certain type de répression, c'est-à-dire apprendre à se lever, à se coucher, à faire du sport, à être fatigué, à être crevé ? Moi, je fais mon service militaire. Le temps que j'ai fait mon service militaire, j'ai réformé pour des raisons de santé. Là, c'est pas des internats militaires dont il nous parle. Non, bien sûr. C'est-à-dire de mettre ensemble des gens en se disant on va les mettre ensemble, ça va être formidable. Mais avec d'autres écoliers et d'autres Oui, c'est formidable. C'est la fameuse pomme pourrie qui va contaminer la totalité du compotier. Il y a juste un moment donné, il faut repenser la prison. Il faut repenser ou penser ces internats. La prison fonctionne mal. On ne peut pas mettre n'importe qui avec n'importe qui et puis mettre des gens qui auront fait, 3 délits de fuite parce qu'ils n'auront pas de permis de conduire pour avoir bu au volant ou je ne sais quoi, et puis des gens qui seront dans le grand banditisme ou des gens qui auront été des terroristes. Donc il faut, ce que je disais tout à l'heure, un nouveau logiciel sur la question de la peine, de la loi, de la juridiction, de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et effectivement, ces internats, disons, qui, comment, de quelle manière, comment ça va se faire. Des internats où on va ça sera peut-être précisé dans les semaines qui viennent. Oui, mais quand il dit, par exemple, tous ces enfants qui, lors de commémoration des décès de Samuel Paty, sont des gens qui ont rioché, rigolé, on les a repérés. Et on en fait quoi ? Et on les met dans un autre lycée, c'est-à-dire pour faire de telle sorte qu'ils puissent... On les déplace. Voilà. Or, ça ne suffit pas de déplacer des gens. Et quand on dit on a une obligation de replacer ces gens-là dans un lycée ou dans un collège et qu'on les déplace, qu'est-ce qu'on fait ? On a juste déplacé le problème. C'est-à-dire que quand vous êtes malade et que vous contaminez des gens, on va vous remettre dans des endroits où vous allez pouvoir encore contaminer d'autres personnes. Ça ne peut pas durer, cette politique. La question centrale, Michel Onfray, c'est la question de l'autorité. Là, on parle d'autorité de l'État, on parle de l'autorité des parents. Est-ce que ça se décrète, l'autorité ? Non. Ça s'incarne ? Oui, les gens confondent souvent l'autorité, enfin le personnage qui a de l'autorité et le personnage autoritaire. Le personnage qui a de l'autorité, il rentre dans une classe, il n'a rien dit et tout le monde se tait. Le silence se fait parce qu'il a une supériorité, parce que quelque chose fait qu'on reconnaît à cet homme ou à cette femme une dimension tout à fait particulière. Et ça, c'est disposer d'autorité. L'autoritaire, c'est celui qui va s'exciter, s'énerver, et ça ne marche pas. En disant c'est moi le chef, voilà. Donc tu obéis. Le général de Gaulle, il a une autorité parce qu'il a l'onction de l'histoire. D'autres, jadis, avaient l'onction du suffrage universel, quand ça voulait encore dire quelque chose. Et donc, on disait, c'est le président de la République. Quoi qu'on en pense, c'est peut-être pas le mien, mais c'est celui de la France, donc, etc., etc. C'est toujours le cas. On a toujours le suffrage universel, Michel. Ça dépend comment on fonctionne avec le suffrage universel. Si vous avez une petite heure d'émission pour qu'on y réfléchisse, c'est un autre parce débat. qu'effectivement, on peut aujourd'hui faire de telle sorte que la démocratie cesse d'être une démocratie. On a des démocraties libérales, illibérales, j'entends bien. Et la France en fait désormais partie depuis un certain temps. Je peux vous donner la date de naissance, etc. Mais revenons à la question de l'autorité. Oui, et donc, effectivement... Celle des parents, elle ne s'invente pas. Non, mais il y a aussi ne se reconstruit mais pas. il y a aussi des parents qui ont envie que leurs enfants soient dans la rue, ou que leurs enfants soient des délinquants, ou qu'ils prennent position pour leurs enfants. C'est-à-dire que quand des enfants ont des problèmes au lycée, et qu'ils arrivent au lycée, qu'ils commencent à mettre une gifle à la directrice ou au surveillant général, au conseiller principal d'éducation, on se dit les parents sont complices. Donc il y a aussi un moment donné où il ne faut pas dire les parents sont débordés. Qu'est-ce qu'un parent débordé ? C'est parfois aussi un parent qui consent à être débordé. Moi, vous savez que j'ai eu des problèmes avec la psychanalyse freudienne. J'ai beaucoup bataillé contre cette technique. Mais il y a des psychanalystes aujourd'hui qui nous disent des choses très intéressantes sur la question du père, la figure du père. Ils nous disent qu'il faut un père. Il faut la présence d'un père. Et la mère ne peut pas incarner le père. Non, enfin pour certains. Elle peut incarner l'autorité parentale. Elle incarne autre chose. Elle incarne un autre type d'autorité. C'est pas papa a une moustache et c'est un soldat, et puis maman c'est une cuisinière, et puis c'est pas comme ça que ça marche. Les stéréotypes d'il y a un siècle. Ce sont des stéréotypes de genre, et je consens au fait qu'il y ait des stéréotypes de genre, et qu'il faille lutter contre les stéréotypes de genre. Entendons-nous bien là-dessus. Et effectivement, quand je dis la présence
du père absent. Souvent, la présence du père absent est importante. C'est le grand absent de la photo. Et oui, il n'est pas là, mais il est tellement pas là qu'il est présent partout. Il est tout le temps là. Il est celui qui manque, il est la place de celui qui est décédé, et puis il n'est pas là. Il est parti, il est absent, il est ailleurs, etc. Donc il y a parfois des figures d'autorité, et effectivement on demande à la mère d'être un père et d'être une mère, et puis parfois grand-père et grand-mère, etc., etc. Il y a des rôles particuliers. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des grands-parents, parce que ma mère était de l'assistance publique, et mon père était un vieux papa quand je suis né, donc ses parents étaient décédés. Mais il y a des rôles particuliers pour les grands-parents. Il y a des rôles pour père et mère, etc. Il y a des rôles pour les tontons, les tantes, etc. Et tous ces rôles-là ayant disparu, il n'y a plus de figure d'autorité. Donc vous n'avez pas le père, vous n'avez pas forcément une mère qui, elle, est dans l'autorité. Les mères ont quand même un rapport particulier aux enfants. Mais alors moi, qui suis une mère, je suis autoritaire. Je sais que c'est compatible. On peut être une femme. Vous dites autoritaire. Et Je ne sais pas si vous avez de et faire l'autorité. preuve d'autorité. Je vois vos enfants pour savoir C'est ça. si vous avez de l'autorité. Mais je crois que c'est pas incompatible pour moi. Il faut on voir. peut être une mère et incarner l'autorité. Oui, non, mais bien sûr, je ne dis pas qu'une femme est incapable de tenir une famille. Ça, évidemment, j'ai des exemples autour de moi qui font la démonstration que des femmes seules, abandonnées par leur mari, peuvent très bien éduquer leurs enfants. Je sais que c'est faisable. Elles sont merveilleuses. Oui, je le sais personnellement. Et donc, non, je dis simplement qu'il y a une figure qui peut être là et dont on sait quelle est la figure du père. C'est pas la figure de la mère. Alors, c'est pourquoi il faut écouter les psychanalystes sur cette question, sur la question de la loi, sur la question de la présence du père, sur la question de ce qu'est la mère, sur ce que disent les corps, les âmes, etc., indépendamment des stéréotypes de genre. Parce qu'évidemment, l'idée de dire un petit garçon, il faut qu'il soit pompier, la petite fille, il faut qu'elle soit coiffeuse, on est au-delà de ça maintenant. Mais est-ce qu'on peut vraiment poser la question du couple ? Si vous voulez, allons au-delà de la question du père, poser la question du couple. C'est-à-dire cette idée que la mère n'est pas seule, mais qu'il y a avec la mère quelqu'un d'autre. Ça peut être une autre mère. Entendons-nous bien, je ne suis pas contre le mariage homosexuel, mais il faut que dans les deux parties prenantes du couple, quelqu'un incarne cette question de la loi. Alors ça peut être les deux aussi, ça se partage également, enfin tout ça est à inventer, mais il ne faut pas dire, il ne faut pas. Il faut qu'elle soit inventée, mais qu'elle soit là, cette présence. Alors c'est l'autorité des parents dont on parle, et l'autorité de l'État. Est-ce qu'on peut la rétablir à coups de grandes phrases, à coups de Grenelle, comme le souhaite Emmanuel Macron sur la violence des mineurs, ou est-ce qu'il va falloir des années avant de la reconstruire, cette autorité de l'État ? Écoutez, si vous conduisez, je sais que vous conduisez, mais si vous traversez un village à 55 à l'heure, l'État, il fonctionne très bien. Vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres une enveloppe avec République française, bleu, blanc, rouge, etc. Et on vous expliquera combien vous devez, combien de points ont sauté sur votre permis de conduire. C'est-à-dire que quand il s'agit des impôts, quand il s'agit des amendes, quand il s'agit de la couleur des volets de la maison de campagne que vous êtes en train de repeindre, alors là, l'État, il existe. Il y a une autorité de l'État. En revanche, s'il n'y a pas d'autorité de l'État, c'est parce que l'État ne veut pas être autoritaire. Et l'État, c'est quoi ? C'est une machine qui obéit. Donc, c'est au chef de l'État. Quand il n'y a pas de chef et quand il n'y a pas d'État, c'est difficile d'avoir un chef d'État, ce qui est un peu le cas aujourd'hui. Et puis quand vous avez des gens qui disent « on va se servir de l'État » pour dire aux gens « vous allez rester chez vous pendant le Covid », pour dire aux gens « vous allez porter un masque si vous ne le portez pas », etc., pour dire aux gens « si vous sortez et que vous n'avez pas d'autorisation », etc. Là, on se dit « mais il a bien marché l'État ». Donc l'État, il fonctionne bien quand il veut fonctionner, c'est-à-dire quand il veut réprimer les citoyens, et plutôt les petits citoyens d'ailleurs. Quand il s'agit par exemple de s'occuper des paradis fiscaux, là l'État, il n'y a plus personne, invisible, inexistant. Donc si l'État voulait redevenir un État, il le redeviendrait, sauf que dans la configuration de Maastricht, il ne faut pas que la France soit un État à proximité de ses citoyens. Il faut qu'il soit un État au service effectivement de l'abandon de la souveraineté. Donc c'est une machine qui ne sert plus le peuple, qui ne sert plus les citoyens, mais qui se sert du peuple et des citoyens, et qui dit, mais toi, tu vas pas faire ceci, tu vas pas faire cela, tu vas te vacciner, tu vas porter un masque, tu vas pas sortir, tu vas pas rouler à plus de temps, tu vas pas fumer dans un lieu public, tu vas pas, etc., etc. Vous voyez toutes les interdictions qui nous sont signifiées aujourd'hui. Tu ne vas pas polluer, tu ne vas pas avoir une voiture qui te permettrait de rentrer dans une ville parce qu'elle a une voiture de collection qui date des années 60, etc. Là, vous avez un État qui marche bien. Mais quand on voit l'administration, l'inertie de l'administration et le faible impact des politiques réellement là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'autonomie ? Est-ce que la machine désormais fonctionne toute seule, en autarcie complètement ? Oui, c'est aussi un des gros problèmes français, c'est-à-dire que le nombre de fonctionnaires là où il ne faudrait pas et le nombre de fonctionnaires là où il faudrait, il y a des endroits où on en aimerait plus, des endroits où on en aimerait moins, et puis la bureaucratie, la puissance de la bureaucratie, et puis des ministres qui passent leur temps devant la télévision et qui ne travaillent pas parce qu'il y a derrière une équipe qui est là. Puis si on change de ministre, de toute façon, l'équipe, c'est la même. Et l'équipe, elle a une idéologie et elle défend cette idéologie, c'est-à-dire vous dites, il va falloir faire ça. Oui, d'accord, monsieur le ministre, bien sûr, et que vous dites, mettez ça sous la pile et puis on n'y touche pas. Ça ne bougera pas.
Donc effectivement, il faudrait une vraie réforme. Et il y a une bureaucratie française qui est terrible. Il y a des fonctionnaires qui ne sont pas là où ils devraient être. Il nous faut des infirmières, il nous faut des policiers, il nous faut des gendarmes. Une bureaucratie européenne qui s'est surrajoutée à celle-là. Et puis le zèle français, ça c'est aussi quelque chose qu'il faudrait analyser, le zèle français du genre, il faudrait qu'on soit les meilleurs élèves. Vous nous avez demandé de faire des efforts, de faire un cran à notre ceinture, on va en mettre 2 parce qu'on est français et qu'on est très zélé. Et ça se fait toujours au détriment des mêmes, c'est-à-dire le petit peuple. Mais je vous assure que l'État se porte bien quand il le veut. Allez Michel, on va faire une première pause dans cette émission, dans Face à Michel Onfray. On va se retrouver dans un instant sur CNews pour évoquer la liberté d'expression, parce qu'elle est malmenée en ce moment dans notre pays, à la lumière de plusieurs événements qui ont émaillé cette semaine. Est-ce que la liberté d'expression doit être totale pour tout le monde, sans aucune restriction, en dehors de celle imposée par la loi? C'est ce que l'on va voir dans un instant avec vous, juste après une petite pause. À tout de suite. Et on se retrouve pour la seconde partie de notre émission Face à Michel Onfray. Michel, on va parler de la liberté d'expression, évidemment, une valeur qui vous est chère. 2 événements se sont télescopés cette semaine. D'abord, une réunion de la droite nationaliste européenne qui se tenait à Bruxelles, en marge des élections européennes, bien sûr. Elle a été interrompue par le bourgmestre bruxellois, Emir Kir. La décision a été ensuite invalidée par le Conseil d'État belge. Parmi les participants, il y avait Viktor Orban, Nigel Farage ou encore Éric Zemmour, le président de Reconquête, qui s'est vu barrer l'accès à de la salle par un cordon de police. Et il a dénoncé la censure et le fait que la Belgique est aujourd'hui entre la charia et la dictature. Voilà pour ce que disait Éric Zemmour. Et puis, il y a eu aussi l'annulation d'un meeting de la France Insoumise qui devait se tenir d'abord dans l'université de Lille, puis ensuite dans un autre lieu, annulé cette fois par la préfecture du Nord, pour prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public en raison de la présence d'une association pro-palestinienne dont le logo n'est ni plus ni moins que la symbolisation de l'anéantissement de l'État d'Israël. On va évoquer avec vous cette question de liberté d'expression. Est-ce qu'elle doit être totale dans le cadre de la loi? Mais d'abord, on va écouter Jean-Luc Mélenchon, parce que le leader de la France Insoumise a carrément comparé cette annulation à la rafle du Veldiv. Écoutez-le. Nous connaissons les bassesses qui ont conduit la police française à faire la rafle du Veldiv sur les ordres des capitulards de l'époque, qui étaient déjà couchés comme des chiens gémissants après avoir capitulé sans condition devant l'envahisseur nazi. Nous connaissons l'histoire de notre pays. Et c'est parce que nous la connaissons que nous nous méfions, pas seulement des fascistes, mais plus encore peut-être des lâches. Des faibles, ceux qui, dans la chaîne interminable du mal, signent un papier pour organiser un convoi SNCF, qui signent des papiers pour donner des ordres à la police. Moi, je n'ai rien fait, disait Eichmann. Je n'ai fait qu'obéir à la loi telle qu'elle était dans mon pays. Alors ils disent qu'ils obéissent à la loi et ils mettent en œuvre des mesures immorales qui ne sont justifiées par rien ni personne. Celui qui a cédé, président de l'université, dont on me dit que par ailleurs c'est un brave homme, ce que je veux bien croire. Mais à l'instant où il avait à décider, il n'était plus un brave homme singulier, il était le président d'une université, c'est-à-dire d'un lieu de la liberté de l'esprit, où il faut, quoi qu'il en coûte, tenir bon pour la liberté. Cette invocation de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, du rôle de la police française pendant la Seconde Guerre mondiale, elle vous inspire quoi, Michel Onfray, de la part de Jean-Luc Mélenchon? D'abord qu'il ne connaît pas l'histoire de France, parce que si vraiment il veut qu'on en parle, ses amis trotskistes ont collaboré, comme les partis communistes français en vertu du pacte germano-soviétique. Donc s'il veut vraiment qu'on parle d'histoire, allons-y, on va le faire. Puis on va parler de Robespierre, son héros, et puis de la loi sur les suspects, et puis de la guillotine, et puis du gouvernement révolutionnaire, et puis de la tyrannie qui a été celle de Robespierre, et de ses amitiés qui ne sont pas des amitiés de démocrates. Enfin, quand Castro est mort, il a failli pleurer. Il disait que des choses extravagantes, etc. Donc il ne connaît pas l'histoire de France. Il y a cette idée en plus de ça qu'il serait très, très érudit, nous dit-on. C'est pas vrai, il dit n'importe quoi. Il n'est pas lettré, non, il ne connaît pas l'histoire. Non, moi j'ai eu l'occasion d'un déjeuner avec lui, il n'avait pas encore été président de la République, c'est ce qui fait que candidat au présidentiel de la République, candidat au présidentiel. Et on avait une discussion sur Charlotte Corday, il connaissait rien à Charlotte Corday, il connaissait rien aux Girondins. Il a été trotskiste, c'est-à-dire qu'on lui a mis dans la tête l'idéologie trotskiste sur la question de la Révolution française. Il ne connaît pas la Révolution française. Il a lu les historiens communistes, Soboul, Mathiez, etc. Et il dit exactement la même chose. Je veux dire que là, quand même, il dit d'un préfet qu'il est Eichmann. C'est ça.
Exactement. La chose est Et que clairement la dite. police française, c'est la police de Vichy. C'est ça. Et donc, qui va porter plainte? Moi, ma question, c'est ça. Qui porte plainte? Le premier venu qui a commencé à dire quelque chose dont on pourrait croire que finalement il est d'extrême droite, etc., il est tout de suite au tribunal. C'est ça. Nous avons eu des problèmes en faisant un numéro spécial sur Houellebecq avec Front Populaire, parce que Houellebecq avait en 3 lignes dit des choses qui méritaient qu'il aille au tribunal sur ce sujet. Alors là, il y en a des Donc des plaintes procès. contre la France Insoumise ou Et là, Jean-Luc mais là, il n'y en Mélenchon. a pas. Qui peut porter plainte? J'avais là posé la question à une avocate qui disait qu'il y avait de nombreuses plaintes à l'instruction, qui n'avaient pas Oui, encore c'est ça. été C'est drôle, hein. C'est drôle. enregistrées. C'est drôle, c'est une instruction. C'est une instruction. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des gens qui disent bon, on ne peut pas laisser faire, on porte plainte. Et puis ça arrive dans un endroit comme ça où c'est une instruction. Et quand je ne peux pas parler de sa mort, mais je veux dire, le jour où il ne serait plus, on dira finalement, on est obligé de mettre tout ça à la poubelle, on n'a pas eu le temps d'instruire, etc. Donc s'il veut faire de l'histoire, faisons de l'histoire. On va raconter ce qu'ont dit les trotskistes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'était pas du côté de la résistance. Il faudrait quand même qu'il le sache, ce monsieur. Et qu'à cette époque, il fallait absolument faire la réunion du prolétariat allemand et du prolétariat français. C'est ce que disait aussi le Parti communiste français. Et c'est pourquoi ces deux-là, invités à collaborer avec les nazis, la chose a été dite par des historiens français, et sérieusement, et pas par des historiens marxistes qui, eux, se sont défendus. Donc il faut qu'il arrête. Et puis il faut qu'il arrête en permanence, mais ça, je pense qu'il n'est pas le seul à être coupable, d'instrumentaliser la Shoah en permanence. La nazification. Voilà, mais c'est en permanence. Moi, j'y ai eu droit 500 fois. J'ai été Marcel Déhain, j'ai été Doriot pour Jean-François Kahn, pour Jacques Julliard dans Marianne à l'époque, pour Bernard-Henri Lévy dans Le Point. Donc il y a un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter d'instrumentaliser Oradour-sur-Glane, il faut arrêter d'instrumentaliser la Shoah, et là je pense à Emmanuel Macron, il faut arrêter de voir des Doriot partout, parce que le jour où il y a des Doriot, les vrais, Monsieur Mélenchon, et des DA, eh bien ça ne veut plus rien dire. D'abord, les gens ont perdu le sens de ce que ça pouvait signifier, ces gens qui venaient de la gauche et qui sont devenus des collabos, et il y en a eu beaucoup. Je rappelle que le 18 juin 40, qui va en priorité rejoindre le général de Gaulle? Parfois des gens de l'Action française, parfois des gens qui avaient été antisémites. Je rappelle que Daniel Cordier, qui était l'ami de Jean Moulin, a commencé comme antisémite et il a cessé de l'être, il a cessé d'être à l'Action française, il a compris ce qu'était le gaullisme, pendant que les communistes, eux, étaient dans la collaboration. Donc faisons de l'histoire, si on veut, et pas de l'idéologie. Il y a un moment donné où il faut qu'il arrête, parce que s'il veut qu'on parle d'Eichmann, s'il veut qu'on parle du nazisme, ses amis trotskistes étaient du côté d'Eichmann. Les communistes ont été du côté d'Eichmann. Puis après, quand Hitler rentre en Union soviétique avec l'opération Barbarossa, le pacte germano-soviétique explose et d'un seul coup, ils deviennent résistants. Alors d'accord, mais ne pas oublier quand même que pendant 2 ans, ils ont été collaborateurs, exactement de la même manière qu'effectivement, il y a un discours de Robespierre qui nous dit qu'il est contre la peine de mort, et ces gens-là nous ramènent toujours à ce discours de Robespierre, mais qu'avec la terreur, la loi sur les suspects, c'est pas qu'il est pour, c'est qu'il en fait un instrument de gouvernement. Michel Onfray, il y a Georges Bensoussan, historien qui était sur nos antennes cette semaine, chez Sonia Mabrouk, à la fois sur CNews et sur Europe 1, qui a justement fait la comparaison entre Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, et Doriot, le fondateur du PPF. Écoutons Georges Bensoussan, vous allez me dire ce que vous en parlez. Ce parti, LFI, c'est le parti qui me fait le plus penser au populisme de Doriot. L'authentique risque de fascisme en France, c'est Mélenchon et ses sbires. Mélenchon, Doriot, même combat, oui, ça va même faire combat. ce que vous dites. Oui, même combat. Je suis assez historien pour le savoir, pour savoir ce qu'a été le PPF à partir de 1938-1939. Vous êtes d'accord avec totalement. Bensoussan? Et il a bien fait de le dire parce que c'est totalement vrai. Et puis il faut arrêter cette idée que la droite aurait été antisémite et la gauche aurait été résistante. C'est une mythologie française. Il faut arrêter cette histoire aussi. Parce que pas tous, mais enfin, un grand nombre de ceux qui ont connu la guerre 14-18, et il faut savoir quelle boucherie ça a pu être, et qui étaient des gens de gauche, je pense à Céline par exemple, je pense à Alain, le philosophe, sont des gens qui ont dit plus jamais ça. Et évidemment, après il arrive un certain Adolf Hitler, en 1933, c'est pas celui de 40 qui n'est pas celui de 45, mais tout de même, Alain, dans son journal, dit il vaudrait mieux quand même que ce soit Hitler que ce monsieur de Gaulle qui gagne, parce que tout de même. Et donc, il y a un moment donné où les pacifistes, parce qu'ils veulent de la paix, Jean Giono, ils veulent la paix, eh bien, disent plutôt un accord avec Hitler, et voilà. Et donc, vous avez les socialistes, les communistes, nombre de socialistes et de communistes, les DA, les Doriot, qui finissent par appeler à la collaboration en disant non, tout sauf la guerre, d'autant que la guerre, elle est juive. Et là aussi, la gauche, elle fonctionne comme ça. La guerre, elle est juive, c'est les juifs qui veulent la guerre, etc. Et il y a quand même cette idée que l'antisémitisme, il est de gauche.
Alors je veux bien que les chrétiens l'aient été pendant plusieurs siècles, mais enfin quand c'est à l'époque de Voltaire au XVIIIe, quand c'est à l'époque de Marx par exemple, ou de Proudhon au XIXe siècle, ou quand ce sont d'autres qui, sous prétexte d'antisionisme comme Edwy Plenel ou comme Sartre, sont aussi de gauche, tout de même on se dit il y a quand même quelque chose à voir de ce côté-là. Mussolini, il commence à gauche, que je sache, il commence pas à l'extrême droite, son fascisme, il procède de son socialisme, et puis il y a quand même dans national-socialisme un mot qui pose problème. Pourquoi national-socialisme ? Donc il y a le mot socialisme. Pour nazi, c'est quoi ? C'est l'abréviation de national-socialiste. J'aimerais qu'on s'explique sur ça. Plutôt que de dire en permanence que la gauche a toujours été formidable et résistante, c'est pas vrai, et que la droite a toujours été collabo et antisémite, c'est pas vrai non plus. On dit n'importe quoi sur Maurras, par exemple. Maurras détestait les Allemands, il n'a pas défendu la collaboration. Je défends pas Maurras, je défends l'histoire, je défends la vérité, je défends ce qui a été dit et ce qui a été écrit. Et là, Mélenchon, il fait de l'idéologie, il fait surtout pas de l'histoire. Il nous dit qu'il fait de l'histoire, mais comme les gens sont pas mal incultes, et ils peuvent l'être. On ne leur enseigne plus l'histoire depuis des années. Les professeurs ont peur d'enseigner l'histoire. C'est surtout qu'effectivement, il faut enseigner l'histoire de M. Mélenchon. C'est celle-là qu'il faut enseigner, c'est-à-dire l'idéologie, c'est-à-dire le contraire de l'histoire. Vous avez voulu aussi évoquer un livre, le livre de Franck Liègre et Jean-Marc Berlière, L'affaire Guy Môquet, enquête sur une mystification officielle. Je sens que vous allez nous déboulonner la statue du héros de Guy Môquet, dont la lettre a été lue à des centaines de milliers de petits écoliers. Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé. C'est tellement beau. Je vais mourir, certes. Ce que je vous demande, toi en particulier, ma petite maman, c'est d'être courageuse. C'est magnifique ce texte-là, Michel Ancoury. Oui, ce que j'ai appris dans ce tout petit texte formidable, qui est une bombe d'historiens, alors évidemment fascistes, d'extrême droite et tout, alors que ce sont des gens extrêmement sérieux, qui sont spécialisés en histoire de la police, de la collaboration, qui ont fait une œuvre abondante et extrêmement intéressante. Le jour où j'ai lu ça, à un moment donné, je me suis dit, c'est publié chez qui ? C'est publié chez Larousse. Donc c'est pas du tout un éditeur d'extrême droite, négationniste, révisionniste, etc. Et là, j'ai appris effectivement ce qu'est la vérité. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure du pacte germano-soviétique. Pendant le pacte germano-soviétique, le PCF obéit à Moscou qui dit qu'il faut collaborer avec l'ennemi. À ce moment-là, il y a des textes qui nous disent que, effectivement, le PC demande l'autorisation de la reparution de l'humanité à l'occupant nazi en France, en disant nous avons les mêmes ennemis qui sont la City, le capitalisme, les Juifs, les gaullistes, le général de Gaulle, les Juifs déjà. Et donc, effectivement, il y a toute une idéologie à cette époque-là chez les communistes, et le père de Guy Môquet distribue des tracts défaitistes. Il dit non à cette guerre, que collaborons avec l'ennemi, enfin oui, avec les nazis, parce que les deux peuples ont des choses à se dire et il faut faire ça ensemble. Le père est en prison parce qu'il distribue des tracts. Le fils, Guy Môquet, est aussi en prison pour la même raison, parce qu'il distribue des tracts défaitistes et qu'il invite à ne pas mener cette guerre. Et d'ailleurs, une partie de la CGT, une partie du PC, du moins de CGTistes et de communistes, sabotent le matériel militaire français. C'est-à-dire qu'il y a des pilotes qui sont arrivés dans des avions, ou des tankistes qui sont arrivés dans leurs tanks et qui se sont fait tuer simplement parce que ça avait été saboté par des ouvriers de la CGT et du Parti communiste français. C'est dans ce livre, hein. Et donc, il y a un moment donné où, effectivement, il y a la mort d'un nazi, les nazis viennent dans une prison, ils raflent un certain nombre de personnes et ils font des otages. Et parmi les otages, Guy Môquet. Et le PC dit par la suite, vous avez vu, nous avons des résistants. C'est notre héros. Guy Môquet a été fusillé, d'accord, mais pas comme résistant, comme otage, parce qu'il était en prison pour avoir distribué des tracts défaitistes. Alors la petite lettre dont vous parlez, c'est ce que j'ai découvert également. C'est jolie. Formidable. Elle est tellement Elle a bien jolie. été écrite par Guy Môquet. Non, c'est ce que m'ont appris ces deux auteurs en disant que la mère a dit mais c'est pas l'écriture de mon fils. On a dit non mais il l'a écrit mais il n'a pas pu garder son texte donc il me l'a dit à moi, c'est moi qui l'ai recopié donc ensuite. Donc c'est ma propre écriture. Il a été réécrit. Moi j'ai connu le fils de Michel Politzer, de Georges Politzer, je ne vais pas donner son prénom, mais enfin Michel Politzer, il a écrit lui aussi, et il a raconté comment le Parti communiste a refabriqué une mythologie par la suite en disant pendant 2 ans, alors qu'ils ont été collabos, ils ont été résistants. Et aujourd'hui, ça marche encore, cette mythologie. Donc il y a juste un moment donné, on n'a pas envie que ces gens-là nous donnent des leçons en nous expliquant qu'un préfet de la République aujourd'hui, c'est Eichmann. Pas de la part de gens qui ont connu cette part-là, cette part sombre de leur propre histoire. On a fait une digression sur l'histoire. J'aimerais qu'on revienne à la question de la liberté d'expression que j'ai évoquée au tout début de cette partie. Avec à la fois, est-ce qu'elle doit être totale, de Mélenchon à Zemmour, dans le cadre de la loi, évidemment, hein, qui interdit un certain nombre de choses, mais liberté d'expression totale ou pas ? Pour moi, oui. C'est-à-dire si on commence à dire liberté sauf, à ce moment-là, on va dire liberté sauf ceci, etc. Donc non, liberté pour tout le monde. Et puis, à charge pour les gens, si tant est que la justice fonctionne, de se retrouver devant un tribunal s'ils ont tenu des propos, comme vous le dites fort justement, qui sont hors la loi, au sens étymologique. Vous tenez un propos négationniste, on dit que vous avez tenu un propos négationniste, et puis vous allez au tribunal pour des propos négationnistes, et puis la justice
dit ce qu'on doit penser de votre propos. Non, moi je suis pour qu'on puisse recevoir qui on veut, quand on veut, comme on veut. Sylviana Kaczynski, qui avait été interdite de parole, Alain Finkielkraut, qui avait interdit de parole également. Toujours par l'extrême gauche. Bien sûr, ce sont les mêmes. François Hollande. Même qui crie à la liberté de... Déchiré des livres de François Hollande. C'est pas ma tasse de thé, François Hollande, ni même l'œuvre complète de François Hollande. Mais je suis pour qu'il soit reçu dans des universités, qu'éventuellement dans la salle, il y ait des gens qui, sans l'insulter, lui disent, monsieur... Et lui porte la contradiction. Et puis on apporte la contradiction. Puis c'est comme ça que ça doit fonctionner, la liberté la liberté d'expression. Mais pas chez ces gens-là. Vous savez que le premier travail de Robespierre et des siens, ça a été de confisquer les presses, et qui étaient des presses d'opposition, de détruire les presses... et d'interdire les journaux qui étaient des journaux d'opposition. C'est ce que veut faire Jean-Luc Mélenchon. Il a aussi vivement attaqué notre chaîne, CNews, demandé à l'Arcom, qui est l'instance de régulation des médias, de nous retirer la fréquence, tout ça bien sûr en brandissant l'étendard de la liberté d'expression. On l'écoute juste et puis je vous fais réagir après. Et les aboyeurs qui les relaient pendant des heures et des heures sur cette chaîne infâme qui s'appelle CNews, à qui... l'organisme qui attribue des fréquences, j'espère, aura le sursaut de dignité de la refuser la prochaine fois puisqu'elle est en cours de renouvellement. C'est de la provocation ou pas? C'est beaucoup pas. plus grave. Non, c'est l'idéologie de ce monsieur. Il ne provoque pas, il le pense vraiment. En même temps, il peut changer d'avis. Si on lui dit, il y a un bon sondage qui te met président de la République à tout coup en disant ceci ou cela, il dira ceci ou cela. C'est comme on voudra. C'est un opportuniste qui fait carrière. Il ne fait que ça. Je n'oublie jamais que ce monsieur a défendu Maastricht en 1992. Et que quand les Danois avaient eu le bon sens de voter contre Maastricht, lui avait fait savoir que pique-pente sur les Danois à l'époque. Simplement, il a juste changé d'avis. Jadis, il était contre le voile, maintenant il est pour. Jadis, il était pour le général de Gaulle et Jaurès, maintenant il est pour les déconstructionnistes et pour Édouard Glissant et toute la théorie de ces gens-là. On voit bien qui il est et il appelle juste à la censure. C'est ça. Mais comme tous les gens qui appellent à la fermer une censure, chaîne qui ne dit pas ce qu'il veut. Mais en même temps, c'est Orwell qui a fait l'analyse de tout ça en disant « Je censure au nom de la liberté d'expression, je vous interdis de parler au nom de la liberté de la parole. » C'est-à-dire que moi seul, je dois pouvoir parler. Et puis cette façon de dire les aboyeurs, cette façon de dire ces gens sont des chiens. Tout anticommuniste. Animaliser son ennemi. Bien sûr, formidable. En tout cas, Lisez Mein Kampf, il y a ça en permanence. Les Juifs qui sont des rats, etc., des animaux qui pullulent. C'est-à-dire cette idée de dire qu'effectivement, il y a à CNews, il y a des gens qui aboient, c'est-à-dire que ce sont des chiens. Ça renvoie à la phrase de Sartre aussi, tout anticommuniste est un chien. Et donc, on est toujours dans cette logique du qu'est-ce qu'on fait avec des chiens? On leur botte le derrière. Bon, on a changé d'époque, on fait plus ça. Donc, on légitime la violence contre eux. Mais bien sûr, on a parlé tout à l'heure, vous et moi, sur cette idée de la contre-violence. Là, il dit, moi, je ne suis pas violent, je suis dans la contre-violence. Ce sont ces gens-là qui nous agressent. Regardez, écoutez cette télévision, regardez ce que fait le préfet, regardez ce que font ces gens qui nous interdisent de parler. Ils ont la haine de nous-mêmes, etc. Et il le fait dans un style, il suffit de le regarder, qui est évidemment apaisé, gentil et tolérant. Oui, qui ça se voit sur son visage. Qui aboie, qui bave, qui, etc. Enfin, se dit, mais c'est pas possible que cet homme, enfin si, c'est possible, hélas, mais qu'il puisse se comporter comme ça. Mais, je veux dire, toutes les époques pré-révolutionnaires donnent une puissance formidable aux gens, c'est ça la démagogie, aux gens en leur disant, allez-y dans la haine, allez-y dans le ressentiment, allez-y dans la méchanceté. J'ai vu l'autre jour des affiches du genre, les riches votent. Allez-y, vous aussi, ils ont entendu, les riches, quoi. C'est quoi un riche? Il y avait des têtes de journalistes aussi. Il y avait aussi des têtes de journalistes, effectivement. Cette façon de désigner des gens en disant ces gens-là, si nous étions au pouvoir, nous leur couperions la tête, évidemment. On couperait la tête des riches, on couperait la tête des gens de CNews, on couperait la tête, etc. C'est-à-dire, je dis depuis très longtemps, ce type, il donne son programme, il dit qu'il est robespierriste. Il suffit juste de lire une bonne biographie de Robespierre, pas les biographies écrites par les communistes dans les années où ils avaient la main mise sur l'histoire, sur ce qu'on appelle l'historiographie de la Révolution française. Mais regardez cette biographie et vous verrez ce qu'a été Robespierre. C'est son modèle. C'est-à-dire ce type n'a pas renoncé à la guillotine. Et il l'a en tête en permanence. Donc il attise la violence dans notre pays, la violence idéologique et aussi physique. Et c'est pas du tout de la provocation. Il n'est pas dans la provocation, il pense ça véritablement, puis c'est un homme politique, et puis il a son âge, et il se dit, si je veux être président de la République, il faut que j'utilise désormais tous les moyens. Donc aujourd'hui, il se dit, 5 ans par 5 ans par 5 ans, il va bientôt être octogénaire. Donc il veut la violence, parce qu'il pense que la seule opportunité pour lui d'arriver au pouvoir, c'est qu'effectivement la rue s'embrase, et qu'il puisse être un homme providentiel. Il a juste pas compris que si les Français désirent un homme providentiel, c'est surtout
surtout pas lui. C'est peut-être pas lui qui Et sûrement pas lui. désigner. Je voulais qu'on termine sur des notes un tout petit peu plus positives. Michel Onfray, on a parlé tout à l'heure de la figure du héros. Il y a un héros qui est français, qui s'appelle Damien Guéraud, qui est ce Français qui a tenté d'arrêter un assaillant terroriste en Australie lors d'une attaque au couteau au centre commercial de Sydney. C'est un jeune homme, voilà, qui s'est interposé avec un poteau contre ce terroriste. C'est important d'avoir des figures de héros pour faire société, pour faire nation ou pas? Il nous faut des héros dans cette période de salaud, quoi. Il y a juste un moment donné où on se dit que la nature humaine est ainsi faite que les gens qui appellent à la guillotine aujourd'hui, fût-elle sèche, existent, et qu'il y a aussi en face des résistants. Des gens qu'on aurait vus peut-être dans les barques de l'île de Sein qui partaient pour aller retrouver le général de Gaulle en disant non, je me rebelle. C'est-à-dire les vrais insoumis sont ces gens-là, sont ce jeune homme. C'est-à-dire les gens qui disent ah non, je ne laisse pas faire ça. C'est le contraire d'un insoumis, Mélenchon. Mais des gens comme ça sont des insoumis. Ils disent je ne vais pas laisser faire. Là autrement vous regardez ailleurs, vous sifflotez, vous passez votre chemin, vous courez, vous vous en allez. Là il y va et puis il risque de se prendre un coup. C'est-à-dire on a vu dans les images quand il y a eu des morts, il y a des gens qui se sont avancés et qui ont dit on va essayer de le circonscrire, de s'interposer et puis qui y sont parvenus parfois avec des chaises, avec des choses comme ça. Oui, l'héroïsme existe heureusement et il n'y a pas que des salauds sur la planète. Il y a un vieux combat. Il est plus que séculaire et qui oppose les salauds et les héros. Et vous avez raison, célébrons les deux grandes pulsions aussi de la vie et de la mort. C'est ça, Héros et Thanatos? Ou c'est encore différent? Vous avez aussi des héros qui sont capables de tuer. D'accord. Hélas, il y a des moments où vous pouvez mettre votre vie en jeu en disant je vais tuer, mais je vais sauver en même temps d'autres personnes. Ça a été aussi ça la résistance. Il a fallu, quand on était vraiment résistant, quand on était vraiment un gaulliste, il a fallu tuer des miliciens, des collabos, etc. Et puis la deuxième chose que je voulais qu'on évoque, Michel, positive, c'est que nous sommes à moins de 100 jours des Jeux Olympiques et que la flamme olympique va commencer début mai son parcours en France. C'est Laure Manodou qui a été la première athlète française à recevoir cette flamme olympique à Athènes. Est-ce que c'est une belle image pour vous, ce symbole de l'olympisme et cette grande fête qui s'annonce à Paris pour cet été? Je ne suis pas sportif et je n'aime pas le sport, mais je n'ai pas la haine de ça, je n'ai pas le mépris des gens qui regardent le football, la télévision ou les courses de Formule 1 ou ce genre de choses. Donc je me réjouis pour les gens qui aiment. Je me réjouis que la France puisse accueillir les Jeux Olympiques. Simplement, je me dis effectivement que nous sommes dans une situation qui fait qu'on va augmenter les difficultés. Oui. C'est-à-dire on a des difficultés aujourd'hui à gérer la vie toute simple. Là, on va accueillir je ne sais combien de millions, avec des gens qui ont le désir de commettre des actes terroristes et qui doivent y songer, y penser, et qui peut-être, hélas, ont déjà des plans. Donc il faut renoncer face à ces gens-là? Non, je pense que renoncer au jeu, ce serait dire que les terroristes ont gagné et qu'ils ont imposé la terreur. Simplement, ça va être problématique. J'ose espérer que tout se passera bien et que on pourra courir, sauter, lancer des poids ou des javelots. Et cet idéal de paix, de nations unies dans l'effort et la transcendance, ça vous parle ou pas du tout, rapidement? Je serais pour, parce que moi je n'ai jamais été pour ceux qui voulaient boycotter en disant passe pays, passe pays, passe pays. J'ai toujours dit dans une enceinte comme ça, dans une enceinte sportive, on entre et puis voilà, on y va. Et on a beau être russe ou ukrainien, on y va. Et puis on a beau être de telle ou telle nationalité, on y va aussi. Donc je suis pour la trêve. Moi je suis très gréco-romain, plutôt romain que grec, mais je dirais il y avait chez les Grecs cette idée effectivement que les gagnants étaient des héros, on leur faisait des monuments extraordinaires, c'était des demi-dieux, des dieux vivants. C'est pas exactement le cas aujourd'hui. On leur donnait pas non plus un argent fou. Et puis il n'y avait pas non plus le dopage qui existe, on n'avait pas non plus tout le business derrière tout ça. Il y avait peut-être du dopage déjà, mais pas le même, pas industriel. Il y a peu de textes sur ce sujet-là, je pense les avoir tous lus, parce qu'il y a une petite anthologie de ces choses-là. Il n'était pas question de substances hallucinogènes. Bon, peut-être. En tout cas, merci beaucoup. On a essayé de terminer sur quelque chose d'un peu plus positif. Oui. Merci à vous, Michel Onfray, pour cette très belle émission. L'info continue sur CNews.